J'ai à mes côtés non pas un cavalier de reining, mais un cavalier connu et reconnu du saut d'obstacle, Kevin Stott. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors tu es ici pour nous parler un petit peu de l'expérience que tu as en tant que cavalier professionnel de CSO. Tu as de nombreuses victoires en tant que cavalier et tu as commencé ta carrière assez tôt. En 95, tu as un titre de champion de France en jeune cavalier et tu as un titre de champion d'Europe par équipe en 2000. Quels sont les conseils que tu peux donner à nos jeunes cavaliers de reining? Conseils, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est une discipline effectivement que je ne connais pas trop, le reining. Même si j'aime beaucoup l'approche ou en tout cas tout ce qui est en contact avec le cheval et les disciplines qui peuvent justement se rejoindre d'une manière ou d'une autre, ça me plaît. Maintenant dans la performance sportive en elle-même, c'est vrai que je ne suis pas très calé. Ce qui est propre, je pense, à toutes les disciplines équestres, c'est quand tu as le rapport cheval. Tu as une difficulté à obtenir de la régularité parce que tu as besoin d'avoir ton cheval en forme en même temps que toi. Ce qui est difficile dans les sports équestres, en tout cas, et je pense que c'est un peu pareil dans le reining, c'est d'arriver à répéter la performance, de devenir régulier, de devenir stable dans ses résultats. Donc la seule chose que je peux conseiller, c'est de mettre beaucoup de travail, d'énergie, mais ça je pense que c'est propre à chaque sport et à chaque métier, mais ne pas désespérer parce qu'on a un facteur longévité dans ce sport qui permet quand même de monter assez longtemps, et je vois dans les cavaliers de reining que je croise dans les différents championnats, il y en a aussi qui ont un certain âge, donc c'est quelque chose qui te permet de réessayer régulièrement. Donc le fait de pouvoir participer régulièrement à des événements, et même si tu as raté une échéance ou manqué un résultat qui te tenait à cœur, tu as la possibilité de recommencer. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à construire et à construire durablement. Toi tu dis ne pas avoir monté des chevaux de reining, certains de tes confrères l'ont fait. Est-ce que tu as eu des ressentis, t'ont partagé leur expérience? Alors c'est sûr qu'on essaye de faire du rapprochement de disciplines, ce qui est bien. Maintenant il y a énormément de marketing autour de ça, c'est important pour une fédération, pour tout ça. Ce qu'il faut, c'est, je pense qu'on est tous passionnés du cheval en général. On a tous un œil intéressé, même si c'est pas d'un point de vue médiatique, mais on regarde ce qui se passe dans les autres disciplines. Moi j'adore regarder ce qui se passe d'un point de vue basique de l'équilibre du cheval. Quand tu prends par exemple l'équilibre d'un cheval de course et l'équilibre d'un cheval de reining, on est dans l'opposé dans certaines figures, dans certains moments, ce qu'on demande à nos chevaux. Donc moi c'est ça qui me plaît. Quand tu regardes, si je dois parler du monde des courses où tu as un équilibre complètement à ras du sol, très en avant, et en dressage quand ils sont au piafé, nous on se situe un peu entre les deux parce qu'on a de temps en temps besoin de vitesse, de temps en temps besoin de plus d'équilibre. J'adore ça, j'adore avoir ces différences d'équilibre dans le travail du cheval, et donc sans être un connaisseur, dans les différents championnats, dans les WEG ou les championnats du monde où on a vraiment la possibilité de voir de plus près ces disciplines, j'aime regarder ça sans même y connaître, sans connaître le palmarès des gens ni rien. Alors, en ayant mon propre jugement de pur novice, j'aime regarder ces choses-là. Justement, là tu parles des Jeux mondiaux, Jeux équestres mondiaux qui ont eu lieu pour la dernière édition à Trillon il y a un peu plus d'un mois. Je ne sais pas si c'est pour toi l'occasion de découvrir les autres entraîneurs et les autres cavaliers professionnels qui réussissent au niveau international. Dans le reining, c'est vrai qu'on se développe énormément. On a des places cette année, une 6e place en équipe, 2 cavaliers qui se sont qualifiés en individuel. Je ne sais pas si vous pouvez vous croiser, on sait que le programme est très chargé sur des événements comme ceci. En tout cas, nous, on note au niveau du reining qu'il y a un développement de la discipline. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu ressens également, que tu peux voir à travers le sport équestre? Oui, bien sûr. Effectivement, sur des Jeux mondiaux, nous, comme on est assez concentré sur notre sujet et que là, il se trouvait que le reining avait lieu les mêmes jours que nos compétitions, donc, et à des lieux, même si c'est les Jeux équestres mondiaux et que c'est sur le même site, c'est quand même très étendu, donc on avait du mal à se rendre, eux, dans le hall où ils faisaient leur compétition, et nous, notre arena était complètement à l'opposé. En revanche, il y a Sophie Dubourg qui est
notre DTN, et donc qui s'occupe d'articuler un peu toutes les disciplines, qui nous tenait informés des résultats et tout ça. Mais on sent que depuis quelques années, même d'un point de vue des institutions, il y a énormément d'énergie et de financement qui est mis pour le développement du reining. Quelque chose qui est bien parce que c'est une discipline qui plaît, c'est une discipline qui peut toucher aussi, et c'est pour ça que politiquement ça les capte, ça touche quand même un jeune public qui peut, quand il n'est pas intéressé par les sports équestres purs et qui ne veut pas non plus faire de l'équitation de loisirs, peut se tourner vers le reining, qui est une discipline quand même qui peut être assez autodidacte au départ, et en tout cas une belle approche du cheval. Donc voilà, ouais, on ressent en tout cas le développement de la discipline. Alors sur les Jeux mondiaux, on sait qu'il y a un titre individuel, un titre par équipe. C'est quelque chose que tu vis régulièrement sur les concours de renommée internationale. Tu as des titres internationaux par équipe, mais aussi en individuel. Quels sont les conseils que tu peux donner par rapport à cette double expérience au niveau professionnel et personnel? Comment tu gères le fait d'être et en équipe et en individuel sur des compétitions comme celle-ci? C'est un sport qui est déjà très individuel, ou en tout cas dans l'aspect. Tu regardes, tu as l'impression de faire cavalier seul souvent, mais c'est assez antinomique parce que déjà à la base, tu es un couple, tu es deux, tu es déjà avec ton cheval. Et moi, mes plus beaux résultats, et je pense que tu parles avec énormément de cavaliers expérimentés qui ont un gros palmarès dans les sports équestres, et notamment en saut d'obstacles. Tous te diront que les plus beaux titres qu'ils ont eu, c'est des titres par équipe, même s'ils ont été numéro 1 mondial individuellement, même s'ils ont eu des titres de champion du monde, champion d'Europe ou individuel. Les plus beaux. Oui, je pense que c'est un métier, un sport qui est tellement dur. C'est préparer toute une saison pour un championnat, c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie. Alors même si le terme d'équipe est déjà dans la réalisation même de ton résultat personnel, parce que tu as ton groom, tu as tes propriétaires, tu as les personnes qui travaillent à la maison, qui s'occupent de la logistique. Maintenant ça se développe. Plus tu te professionnalises, plus ça se développe. Mais je dois dire que ces épreuves par équipe, le fait de pouvoir rattraper la faute d'un autre, de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, recommencer, je trouve que c'est une chance, et ce qui rend, il y a un suspense formidable. Normalement, quand tu es individuel, ton parcours dure entre 1 minute et 1 minute 30 et c'est fini. Alors que là, ça dure toute une après-midi avec des rebondissements. Et voilà, donc je suis vraiment passionné et dingue de ça. Alors tu le sais, tu es régulièrement sollicité, que ce soit au niveau médiatique ou du marketing, comme tu l'as cité plus tôt. En attendant, tu as une crédibilité, une notoriété dans le monde actuel, que ce soit le monde équestre ou le monde sportif. Quels conseils tu peux donner en tant qu'ambassadeur du CSO? Tu sais que tu fais partie du développement de cette discipline. Ouais. Quels conseils tu peux donner à un autre ambassadeur d'un sport équestre? Je pense que la seule chose, c'est de rester authentique. Forcément, quand tu commences à être interviewé régulièrement, lorsque on t'incite à avoir un développement médiatique, on essaye de structurer ça. Alors c'est bien, forcément il faut pouvoir être abordable, que ce soit un message qui touche tout le monde, il faut avoir un vocabulaire clair, alors qu'il y a des termes énormément techniques, tu vois, qui ne vont pas toucher les uns et les autres. On le voit bien, nous, dans notre discipline qui est déjà un peu plus connue que le reining, mais j'imagine encore plus dans le reining. Je pense que d'autant plus dans l'équitation, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. C'est un sport en perpétuel mouvement, donc tu dois suivre ça et puis voilà, accepter tes échecs, qu'ils te grandissent, parce que ça va se répéter de toute façon. Et je pense qu'il faut construire dessus. C'est très important de construire sur un résultat qui n'est pas celui qui était attendu, parce que c'est quelque chose qu'on va faire encore une fois très longtemps, et il faut que ce soit vivable. Il ne faut pas que tu sois détruit, effondré à chaque contre-performance, parce que c'est quelque chose qui va revenir. Et le plus difficile, c'est de gérer ces moments-là. C'est d'arriver à rester le même, c'est d'arriver à te dire, à expliquer aux gens que sans pas être logique ni rien, mais ça fait partie du sport, ça fait partie de la vie, et que voilà, et garder la foi et garder l'énergie pour inciter les gens à continuer à te suivre. Je pense que c'est le plus important, c'est l'authenticité.